la possibilité d'interagir avec nous par le biais du fil de discussion, du chat. Nous sommes ici plusieurs à pouvoir vous répondre. Je suis aussi là donc en présence de avec Philippe Caillon, Christelle Humski, Gauthier Moreau, qui pourra répondre à vos questions aussi par le chat, Florence Mercier, qui s'occupera plutôt des aspects techniques. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vous serez aussi invités à participer à 2 sondages au cours de ce webinaire. Voilà, c'est le temps en fait de réponse. Voilà, donc tout va bien. Donc bienvenue encore une fois. Nous sommes au 3e webinaire du CIDELA, qui est consacré aujourd'hui à l'éolien terrestre, au projet éolien. Et je vais inviter Philippe Caillon, qui est vice-président du CIDELA de la région de Blain, adjoint de Blain, à venir nous présenter, nous faire une petite introduction de ce webinaire, en sachant qu'on excuse donc Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, qui ne pouvait pas se prendre la main. Je laisse maintenant la parole à Philippe Caillon. Bonjour à ce 3e webinaire du CIDELA, un syndicat de collectivités, un regroupement de communes, un outil de mutualisation des communes par les communes pour les communes. Acteur public référent de l'énergie au service des collectivités. Vous étiez plus de 45 à nous suivre à la 2e session avec des retours positifs. Vous êtes aujourd'hui 122 inscrits. Cela montre l'intérêt et la pertinence des sujets. Néanmoins, n'hésitez pas à contribuer pour améliorer par vos retours, vos autres idées. Pour faire de l'outil CIDELA votre outil et pour répondre à vos besoins. Pour une bonne coopération CIDELA-collectivité, les contributions doivent être dans les 2 sens. Pas prestataire de services, mais outils de collectivité sur les sujets d'énergie. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos références CIDELA dans les communes et EPCI ou directement auprès des membres du bureau du CIDELA. Pour ce 3e webinaire, projet éolien et projet ENR citoyen, merci d'être là. Il sera suivi sur le sujet de production d'énergie renouvelable de plusieurs autres webinaires sur l'énergie solaire, la chaleur renouvelable, les gaz renouvelables. Le sujet spécifique de l'éolien aujourd'hui est porté uniquement par la SEM CIDELA Énergie 44. Qu'est-ce que la SEM CIDELA Énergie 44? Une société d'économie mixte dont le CIDELA est actionnaire à 72,5%, coactionnaire avec le département, la CIDELA et 3 banques. La SEM est, comme le CIDELA, un outil de mutualisation territoriale pour compléter les moyens d'action du CIDELA, en particulier pour porter des investissements conséquents et assurer la construction et la prise de participation dans des sociétés de projet et d'autres acteurs publics et ou privés. Comme le CIDELA, la SEM porte un accompagnement non partisan, ni pour ni contre, mais au service d'eux, pour vous donner les clés des projets ENR de votre territoire. Un projet de collectivité, un projet avec des citoyens ou un projet avec des acteurs privés, ou tout à la fois. Par exemple, le projet de Blain. La SEM vous accompagnera pour vous permettre de faire vos choix et pour les mettre en œuvre. L'éolien est vraiment un sujet spécifique qui nous concerne presque tous, à l'échelle de nos communes ou de nos EPCI. Ce sont des projets complexes, souvent des projets d'envergure, presque systématiquement avec un impact d'aménagement territorial. Ce sont aussi des projets souvent critiqués par nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, nous retenons de nos expériences que c'est un sujet qui mérite d'être pris en main localement, plutôt que de subir le timing de d'autres acteurs. La présentation d'aujourd'hui se déroulera en 3 points. En premier, la place de l'éolien dans la stratégie énergétique de l'État et de la région, et du coup, quel potentiel pour notre territoire. En 2, on fera ensuite un focus sur quelques inconvénients et avantages liés au programme, préoccupations qui entourent souvent ce type de projet. Et en dernier lieu, on vous présentera dans les détails les différentes phases d'un projet éolien, les différents rôles que peut avoir la collectivité
et comment une dynamique citoyenne peut s'associer à cette démarche. Je laisse la place aux techniciens. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, vous voyez que le programme il est riche. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Je vais maintenant vous rappeler juste qu'on est effectivement sur un cycle de 8 webinaires hein, et que il s'agit du 3e sur l'éolien. Le prochain sera le 5 février sur l'éclairage public, l'infrastructure de communication électronique. Sans plus attendre, donc je vous présente l'intervenant principal de cette matinée, François Oran, qui est responsable développement et exploitation à la SEM Sidela Énergie 44, et moi-même qui serai en animation de ce webinaire. Voilà, le programme est riche. Maintenant, je laisse la place à François Oran qui va vous développer les différentes parties. On se retrouve après pour des sondages et puis des questions. À tout à l'heure. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, sans plus tarder, on va amorcer la première partie de notre webinaire autour qui va aller de la trajectoire de la planification énergétique à l'échelle nationale puis régionale et voir comment elle se traduit sur nos territoires plus concrètement à l'échelle des sites éoliens. Donc, on va d'abord faire un petit zoom sur les avantages de l'éolien. Pourquoi faire de l'éolien sur son territoire ? Alors c'est assez rapide, on va regarder sur trois thématiques. D'abord le service énergétique rendu. On va comparer notamment à d'autres types de filières, les impacts environnementaux et puis les retombées économiques. Alors premier ratio qu'il faut avoir en tête, je vous l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, c'est qu'une éolienne, donc de 3 MW, va produire de l'électricité sur l'année. Une quantité d'électricité qui correspond à la consommation annuelle d'électricité d'à peu près 3000 foyers, soit environ 7500 personnes. Donc c'est une des énergies d'électricité, une technologie d'électricité renouvelable qui est quand même qui produit des grandes quantités d'énergie. D'abord c'est l'hydraulique, après c'est l'éolien, puis vous verrez qu'après c'est le solaire. En effet, en termes de comparaison, la production d'électricité d'une éolienne, ça correspond à la production d'électricité de plus de 15 000 modules solaires. Et donc, en termes sur le critère d'occupation du sol, une éolienne, c'est à peu près 1500 à 2000 mètres carrés qui sont pris au sol pour pouvoir faire cette production. À l'inverse, 15 000 modules solaires, puisqu'il faut les écarter les uns des autres, les incliner pour être à l'optimum, et ça représente un peu plus de 8,5 hectares, donc entre 8 et 9 terrains de foot en fonction de la taille des terrains. Mais voilà, ça vous permet de vous figurer un petit peu que finalement dans chaque filière, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Un des avantages en tout cas sur l'éolien, c'est sa très faible occupation du sol par rapport au solaire. Autre point important, c'est le coût de l'énergie. Je vous présente là sur cette diapositive plusieurs slides, enfin plusieurs graphiques. En haut, l'évolution des prix de l'éolien, en bas, l'évolution des prix du solaire. Et puis sur le nucléaire, on n'a pas forcément une évolution des prix parce que c'est un prix qui est plutôt administré depuis le début. Par contre, ce que dit la Cour des comptes, elle aussi dans la PPE de cette année, enfin de l'année dernière, c'est qu'en intégrant l'ensemble des coûts de la chaîne nucléaire, de l'extraction d'uranium jusqu'au traitement des déchets, eh bien, on est sur un prix au mégawattheure compris entre 60 et 61 euros le mégawattheure. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'allonger considérablement la durée de vie des centrales fait que ce prix baisse davantage. Donc, on est aujourd'hui, dans les hypothèses retenues sur la filière nucléaire française, plutôt à moyen terme sur un prix aux alentours de 60 à 61 euros le mégawattheure. Sur l'éolien, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce mécanisme d'appel d'offres, eh bien, les prix ont drastiquement baissé et aujourd'hui, l'éolien arrive à 62 euros le mégawattheure alors qu'il était à 82 il y a encore quelques années. Donc, il y a un rapprochement assez fort dans les coûts de l'électricité entre la filière nucléaire et la filière éolienne. Puis, il y a une filière d'énergie renouvelable qui, elle, sort de plus en plus son épingle du jeu, et je pense que ça va continuer encore dans les années à venir, c'est le photovoltaïque,
où là, on est entre 56 et 66 euros le mégawattheure. Et en fait, ça dépend exclusivement de la taille de la centrale solaire. Sur des centrales solaires de 5 à 6 hectares, on est sur du 66 euros le mégawattheure. Dès qu'on dépasse les 10, 15, 20 hectares, on va se rapprocher des 56 euros le mégawattheure. Tout ça pour dire, c'est que pendant très longtemps, ça a été une critique apportée aux énergies renouvelables, c'était leur cherté par rapport aux filières classiques, que ce soit fossiles ou nucléaires. Et ben, cette tendance, le pari a été fait par l'Europe et la France au début des années 2000, de se dire il faut d'abord qu'on développe un premier programme renouvelable pour faire baisser les prix. Et ben, cette promesse est au rendez-vous aujourd'hui avec une sorte de parité des prix entre ces différentes filières qui contribuent au mix électrique français. Deuxième point, qualité, on va dire, à traiter, bah, c'est évidemment les impacts environnementaux, alors plutôt à une échelle globale. C'est-à-dire que très rapidement, le GIEC, vous savez, le regroupement des chercheurs internationaux autour des enjeux climatiques, dès 2011, ils ont identifié la production d'électricité et d'énergie comme étant particulièrement émissif en termes de gaz à effet de serre et a souhaité que les pays s'orientent vers un mix le plus décarboné possible. Et ils avaient identifié que l'éolien représentait 12 grammes de CO2 en équivalent par kilowattheure, contre 16 pour le nucléaire et 48 pour le photovoltaïque. L'ADEME est allée un petit peu plus loin en 2015 et elle a fait un travail sur toute l'analyse du cycle de vie de la production d'électricité d'origine éolienne en France et elle est retombée à peu près sur les mêmes chiffres. L'éolien terrestre de l'étude ADEME est à 12,72 et elle a aussi fait le travail autour de l'éolien maritime, l'éolien en mer qui est un petit peu plus élevé, mais on voit que grosso modo, on se situe tous dans des énergies renouvelables bas carbone qui vont permettre de remplir les objectifs de l'accord de Paris. Et évidemment, charbon, pétrole et un peu moins, dans une moindre mesure le gaz naturel sont plutôt en perspective de déclin dans les années à venir. Autre travail réalisé par l'ADEME dans cette étude de l'analyse des cycles de vie des projets éoliens, c'est de regarder des grands indicateurs environnementaux locaux, à l'échelle de la France, notamment sur l'acidification des sols par les pluies acides, l'utilisation des sols et la consommation d'eau. Donc ces trois critères environnementaux qui sont régulièrement utilisés quand on fait une ACV pour comparer des filières les unes par rapport aux autres. Donc on voit que l'éolien est très peu contributeur en termes de consommation d'eau ou d'acidification des sols et des pluies. Elle est un petit peu plus sur l'utilisation des sols, paradoxalement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le photovoltaïque, mais c'est en comparaison avec le mix France. Et c'est vrai que le mix France, c'est une grosse part de nucléaire, 75%, et une centrale nucléaire, en quelques hectares, produit des quantités colossales d'électricité. Donc, ramener au mètre carré utilisé le kilowattheure produit, il est logique que le mix France soit très peu consommateur en termes d'utilisation des sols. Et dernier point intéressant quand même dans cette étude de l'ADEME, c'est que ce qu'on appelle le retour énergétique de l'éolien ou la dette énergétique. Ça se traduit comment? En gros, l'éolienne, en un an, va produire autant d'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer, la transporter et la construire sur le site d'implantation. Cette éolienne, elle va tourner au minimum pendant 20 ans, c'est-à-dire que pendant 19 ans, elle va produire un excédent d'énergie par rapport à ce qu'elle a nécessité pour sa fabrication et sa construction. Donc on est vraiment sur une filière à forte valeur ajoutée, en tout cas sur l'efficience énergétique de l'éolien. Dernier critère sur les retombées économiques. Alors, on va traiter ici que les retombées fiscales, mais vous verrez dans le diaporama, il y aura aussi un point sur l'emploi. Sur les retombées économiques, fiscales, aujourd'hui, prenons un exemple, un parc éolien de 5 éoliennes d'environ 3 MW chacune, avec un nombre d'heures équivalent pleine puissance de 2500 heures, ça s'appelle un facteur de charge, pendant 20 ans, à un prix de 62,2 euros le mégawattheure. Donc les derniers prix des appels d'offres. Eh bien, ce parc éolien va générer 50 millions d'euros de revenus pendant 20 ans. 40 millions d'euros, c'est lié à la vente d'énergie sur les marchés, et 10 millions d'euros, c'est lié à la subvention telle qu'elle est imaginée dans l'État, sur 20 ans. Sur 20 ans,
la société qui porte le projet éolien va devoir payer de l'impôt sur les sociétés. Ça représente à peu près 1 million d'euros directement pour l'État. Et puis, pour les territoires, la fiscalité locale, et bien sûr, 20 ans, c'est à peu près 4 millions d'euros qui seront redistribués sur les territoires. Alors, à travers des outils que vous connaissez, la taxe foncière, la CFE et la CVAE, l'éolien a un autre impôt, une fiscalité qui lui est propre, comme toutes les énergies, c'est l'IFER, l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau, qui, vous voyez, est à peu près 7 500 € le mégawatt. Ça veut dire que sur ces 4 millions d'euros sur 20 ans, 56% de ce montant va venir de l'IFER. C'est vraiment un impôt qui a été créé pour le développement des renouvelables, pour que les territoires soient intéressés à un minimum quand même pour le développement de ces machines. Et on a le même type d'impôt pour le photovoltaïque, par exemple. Et en allant un petit peu plus loin, l'État a aussi défini une clé de répartition. Pendant très longtemps, les communes étaient exclues de toucher l'IFER. Depuis 2 ans maintenant, l'État a imposé qu'au minimum 20% de l'IFER reviennent directement aux communes, de l'implantation des machines, 50% à la communauté de communes et 30% au département. Je vous ai mis les montants par an de ce que ça peut représenter pour ce parc-là. Voilà pour les avantages. Maintenant, il faut quand même aussi aborder les inconvénients. Donc, on va aborder la question des problèmes sanitaires. Alors, c'est surtout ce qui pointe derrière ces réflexions-là, c'est les champs électromagnétiques et aussi la question sur les élevages, parce qu'on est sur un territoire où on est un petit peu concerné par un parc éolien depuis plusieurs années. Alors, d'abord, les champs électromagnétiques. En 2 mots, vous dire que dans n'importe quel appareil qui fonctionne à l'électricité, il va y avoir des champs électriques et des champs magnétiques. Le champ électrique, il est tout le temps présent, même si l'appareil est éteint. C'est l'exemple en haut d'une lampe. Même si elle n'est pas allumée, il y a quand même un champ électrique qui est présent. À partir du moment où on va l'allumer, il va y avoir en plus un champ magnétique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de champ électromagnétique. On retrouve ce phénomène aussi aux abords des lignes très haute tension ou haute tension, avec un champ électrique qui se propage plutôt de manière longitudinale et un champ magnétique qui est plutôt de manière radiale, circulaire, autour des dipôles électriques. Alors, quand on regarde plus précisément sur les câbles, et ça a été un travail qui a été mené depuis de nombreuses années au moment de l'électrification, en fin de compte, de nos zones rurales après-guerre, c'est de regarder la propagation de ces champs électromagnétiques dans l'air. Et on constate sur la courbe en bas que quand on est sur une ligne aérienne, finalement, le champ se propage un petit peu plus loin, mais guère au-delà de 30 mètres, avec une intensité qui est relativement raisonnable, 3 microtesla. Alors que quand on est sur un câble souterrain, on augmente un petit peu l'intensité du champ, on monte quasiment jusqu'à 7,5 microtesla, mais la propagation du champ s'interrompt quasiment au niveau de 10 mètres, au-delà de 10 mètres du câble. Alors, ces éléments, il faut les mettre en relation avec la réglementation qui est aujourd'hui européenne et donc reprise par beaucoup de pays, notamment comme pour la France. Typiquement, vous voyez, sur les champs magnétiques, on parle aujourd'hui... la norme demande de respecter 100 microtesla quand au maximum de l'induction d'un câble souterrain, on est à 7,5 microtesla. Donc on est quand même sur un facteur 10 entre le respect de la norme et ce qu'on peut constater sur le terrain. Ça, c'est l'état de la réglementation. Maintenant, ce qu'il faut bien voir en tête, c'est que dans tous nos appareils ménagers, dans notre maison, dans notre voiture, dans nos poches avec nos téléphones portables, eh bien, il y a des émissions de champs électromagnétiques qui doivent toutes respecter ces normes que je viens de vous projeter. Alors là, je vous ai mis, vous en prendrez connaissance, mais je vous ai mis comme ça différents éléments de la télé à l'ordinateur, en passant par le rasoir électrique. Vous avez comme ça des éléments pour les champs électriques et les champs électromagnétiques. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'éolien ? Eh bien, aujourd'hui, l'éolien est soumis aux mêmes règles. Finalement, il doit respecter cette réglementation. Alors, on va regarder d'abord ce qui se passe au niveau des câbles, que ce soit interéolien ou externe. Ils sont tous... les câbles qu'on impose maintenant en France sont tous soumis à la norme C33-226 qui impose un niveau de blindage suffisant pour respecter largement cette réglementation. Alors, je suis allé voir un petit peu la littérature dans les différentes études d'impact de parcs éoliens en France.
pour constater que certains opérateurs font des mesures de champ électromagnétique a posteriori pour démontrer que leurs installations respectent les normes. Et donc, ce que j'ai pu voir dans la littérature, c'est que, grosso modo, sur ces câbles, les champs mesurés, on est à 0,5 volts par mètre quand la norme est à 5000 volts par mètre. Donc là, on a un facteur quasiment de 100 000. Et que pour le champ magnétique, pardon, on est en nanotesla, donc 10 puissance moins 9, contre une norme qui est en micro-tesla. Donc là, il y a un facteur 1000 entre les deux. Donc, pareil, j'ai fait le même exercice pour les éoliennes et les postes de livraison, qui sont, eux, encore plus loin des habitations. Vous vous souvenez de la règle des 500 mètres. Donc là, pareil, la réglementation ICPE impose le respect de ces valeurs normatives au droit des tiers. Et là, qu'est-ce qu'on constate dans la littérature? C'est que sur les champs électriques, on est à 1,5 volts par mètre contre 5000 dans la réglementation et 4,8 microtesla dans un cas, au pied d'un poste source sur lequel convergent tous les câbles, notamment, et toute la puissance du parc, donc sur une valeur réglementaire de 100 microtesla. Donc là, on a un facteur de 25. Alors, pour aller plus loin, nous, ce qu'on conseille quand on accompagne des collectivités qui sont en discussion avec un opérateur, on leur dit, vous pouvez leur suggérer très fortement, voire leur imposer, de nous faire une mesure post-installation du champ électromagnétique après construction pour s'assurer du respect des normes. Ça rassure tout le monde. Si jamais il y a... Parce que c'est pas parce que les machines sont prévues et sont normées pour respecter ces normes qu'il n'y a pas un problème de mise en œuvre défectueuse qui va générer une fuite de champ électromagnétique, et donc ça mérite, pourquoi pas, de se contrôler. Aujourd'hui, la réglementation n'impose pas un contrôle post-exploitation. Par contre, dans le débat que vous pouvez avoir avec un opérateur, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table très facilement. On enchaîne du coup sur les problèmes sanitaires liés aux élevages, où là je reprends sur les champs électriques et magnétiques pour expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. Un champ électrique, comme un champ magnétique, réagissent avec les objets métalliques qui sont à proximité. Typiquement, c'est le petit croquis en haut à droite. Vous allumez votre télévision. Sur l'écran, vous avez beaucoup de charges négatives qui apparaissent. Si vous avez une cocotte minute à proximité, sans que les éléments se touchent, vous allez voir qu'il va y avoir un champ électrique qui va se créer entre la cocotte et la télévision. C'est ce qu'on appelle le couplage électrostatique. De la même manière, sur les champs magnétiques, vous avez du couplage électromagnétique. C'est le schéma un peu plus bas. Ce couplage électromagnétique, on s'en sert depuis des années pour faire fonctionner justement des générateurs de courant alternatif, notamment des groupes électrogènes. Le schéma vous l'explique, entre le stator, le rotor et la bobine conductrice de l'électricité pour capter justement ce couplage électromagnétique. Alors dans un élevage, il y a aussi des conditions particulières qui fait qu'on va retrouver des champs électriques et champs magnétiques peut-être de manière un peu plus spontanée que dans votre cuisine. C'est notamment parce que dans un bâtiment d'élevage, vous avez d'une part des équipements électriques qui, comme vous l'avez vu, émettent tous des champs électriques et des champs magnétiques. Vous avez des objets métalliques particulièrement présents, les clôtures, les cornadis, les abreuvoirs. Vous avez aussi ces bâtiments qui sont particulièrement exposés, ils sont assez ouverts, ils sont couverts, mais ils sont rarement clos, complètement. En tout cas, il y a une exposition à l'humidité, soit externe par la pluie ou l'humidité de l'air, soit interne par l'eau pour les animaux ou même les lisiers qu'on peut laisser au sol. Et puis, dernier élément non négligeable, ce qu'on appelle les produits électrolytes, donc les engrais chimiques, les lisiers et les fumiers, qui jouent exactement le même rôle que l'électrolyte qu'on a dans une batterie de voiture, qui fait le lien, le liquide qui fait le lien entre l'anode et la cathode pour qu'il y ait un transfert d'électrons. Et bien, ces produits, qui sont produits naturellement par les animaux, vont jouer ce rôle d'électrolyte. Et ce cocktail, finalement, va faire générer ce qu'on appelle des courants parasites, c'est-à-dire qu'il y a un effet pile qui se crée, le sol se charge en éléments en charge négative ou positive en fonction des fuites de champs électromagnétiques des équipements électriques. Ils sont bien transmis par le sol, par les engrais chimiques, le lisier et le fumier, et par les éléments métalliques. Finalement, entre deux éléments métalliques, vous allez avoir un champ de tension qui va se créer, et donc des champs électromagnétiques induits. Ces courants parasites, si nous, on ne les sent pas en tant qu'hommes, tout simplement parce que d'une part, on est sur deux pattes et qu'on a des bottes, les animaux, eux, qui sont sur quatre et qui n'ont pas ces chaussures, eh bien, vont se faire régulièrement traverser par ces courants vagabonds, par deux types de tensions, qu'on appelle la tension de pas, donc entre les pattes avant et les pattes arrière, et la tension de contact quand les animaux vont toucher des éléments métalliques.
Hein, ils ont régulièrement aussi la truffe humide, ce qui fait que les courants peuvent être intégrés plus facilement dans le corps de l'animal. Dernier point, c'est qu'il y a un seuil de sensibilité qui n'est pas le même non plus entre l'homme et l'animal. Vous voyez, à l'intensité d'un courant électrique, la vache la ressent plus fortement que l'homme. Donc, mis bout à bout, et ça les agriculteurs ont l'habitude de travailler avec ça, on sait qu'il y a des effets un petit peu particuliers dans les élevages et que les animaux sont soumis à ce type de structure. Néanmoins, ça n'explique pas forcément pourquoi sur le parc, notamment du 4 Seigneurs à Puceul, les problèmes persistent, et alors que la mise aux normes électriques du bâtiment a été faite, qu'il y a beaucoup d'interventions de la Chambre d'agriculture qui a été faite, mais néanmoins, il reste encore des phénomènes parasitaires qu'on ne s'explique pas aujourd'hui. Pour ça, eh bien, on est obligé d'aller voir vers une autre profession qui s'appelle les géobiologues. Alors la géobiologie appliquée à l'élevage, certains d'entre vous peut-être connaissent, traite de différentes influences, les influences intérieures, donc l'ensemble des éléments électriques, les influences extérieures, où là on va citer les éoliennes, les relais de téléphonie mobile, et puis des influences cosmiques, on est capable de mesurer notamment les orages, l'intensité électrique des orages ou des vents solaires, et un dernier élément qui sont les influences telluriques, où là, c'est une nouvelle connaissance qu'apportent les géobiologues, connaissance qui aujourd'hui n'est pas reconnue par le circuit académique des sciences françaises et donc pas reconnue par l'État. Néanmoins, le cas rencontré à Puceul nous oblige quelque part à intégrer ces nouveaux paramètres pour essayer de solutionner un problème aujourd'hui que la science classique n'arrive pas à exprimer. Donc on ne sait toujours pas à Puceul si ça vient ou pas des éoliennes. En tout cas, on constate que les animaux sont embêtés. Donc, première chose à faire, quand on est dans un cas de figure autour des éoliennes, eh bien, il faut identifier les fuites électriques et magnétiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais avant de faire ça, au moment de l'installation du parc, ce qu'on impose maintenant, enfin ce qu'on suggère d'imposer maintenant à tous les opérateurs depuis 4-5 ans, c'est la validation par des géobiologues du positionnement des éoliennes sur le site. C'est-à-dire que sur les parcs qu'on voit aujourd'hui qui sortent de terre, eh bien, les géobiologues n'ont pas forcément validé l'installation. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de positionner une éolienne sur une zone de faille ou un réseau géophysique lambda ressenti par les géobiologues. Ça, c'est quelque chose de nouveau sur lequel on pousse très fortement nos collectivités d'imposer aux opérateurs éoliens de faire ce genre de validation, au même titre que des études sur les chauves-souris ou les oiseaux. Il faut faire passer le géobiologue à la phase de projet pour valider l'implantation. C'est quelque chose qui est maintenant spécifié, notamment dans notre territoire, parce qu'on est le seul département où le préfet impose un diagnostic sanitaire des élevages avant la construction du parc éolien. Je vous laisserai prendre connaissance de l'ensemble de ces audits, mais vous voyez qu'il y a un diagnostic géobiologique des bâtiments qui est intégré dans cette autorisation environnementale. Sur la question du démantèlement, ça sera un petit peu plus rapide. Depuis 2011, on peut démanteler, il y a une obligation pour le porteur de projet, du propriétaire du parc éolien, de démanteler les éoliennes en fin de vie. Jusqu'à cet été, l'obligation de démantèlement était valable que pour la partie hors sol des éoliennes, c'est-à-dire le mât, les pales, les câbles, etc., extérieurs. Par contre, il n'avait pas l'obligation d'enlever toute la fondation de la machine. La seule obligation, c'était entre 0 et 1 mètre. Là, il devait enlever le béton pour pouvoir remettre de la terre végétale agricole pour retour de l'agriculture sur le terrain. Depuis juillet 2021, maintenant, c'est l'excavation totale des fondations qui est devenue obligatoire. Donc, une fondation, ça va jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ils sont obligés d'enlever toute la masse de béton armé correspondant à la fondation de la machine. Pour pouvoir s'assurer d'avoir l'argent pour faire ce type d'opération de fin de vie, pour éviter d'avoir des friches éoliennes dans les campagnes, l'État impose qu'avant même de faire rentrer le premier tractopelle dans la parcelle pour commencer les travaux, l'opérateur doit avoir mis sur un compte sous séquestre une somme d'argent qui est bloquée pendant 20 ans et qui sera réservée au démantèlement du parc éolien.
Donc, c'est ce qu'on appelle des garanties financières pour le démantèlement. Ces garanties financières étaient jusqu'à présent de 50 000 € par éolienne. Depuis juillet 2020, c'est passé à 50 000 € par éolienne, plus 10 000 € par mégawatt supplémentaire. Voilà. Le chantier ne peut pas commencer tant que cette somme n'est pas provisionnée sur un compte sous séquestre. Dernier point, l'obligation de recyclage, qui est aussi une nouveauté depuis cet été. 90% de la masse de l'éolienne retirée devra être retraitée vers des filières dédiées à partir de juillet 2022, 95% à partir de janvier 2024. Conclusion, parce que je vois qu'il est 12h30. Le développement de l'éolien, vous l'avez compris, c'est un pilier important de la réussite de la transition énergétique en France, du point de vue de l'État, pour la mise en œuvre des accords de Paris, pour la PPE, telle qu'elle est programmée, et dans sa complémentarité avec les autres sources d'énergie, l'État compte fortement sur l'éolien. D'un point de vue territorial, il existe aujourd'hui des outils, des cadres de collaboration qui permettent d'inclure de plus en plus les collectivités dans ce type de projet. Les dispositifs nationaux, l'intérêt de la collectivité, mais aussi indirectement vos plans climat qui sont assez ambitieux pour certaines communes, territoires présents, sont assez ambitieux sur cette filière. Et donc, au final, le SIDELA et SACEM, en fonction des étapes du projet, sont ici, partagent en fin de compte le souci que vous pouvez rencontrer sur vos territoires et peuvent apporter un accompagnement pour construire votre stratégie territoriale. Et si le cas échéant, vous voulez faire des projets éoliens, vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets. Voilà, donc comme je le mettais dans le chat, vous pouvez retrouver nos contacts. Donc François Oran, bien sûr, qui a présenté ce webinaire. Gauthier Moreau également, qui a pas mal contribué sur le chat à répondre à vos questions. Sur les prochains webinaires ou toute autre demande, c'est Florence Mercier qui sera votre contact. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains. J'annonce donc le tout prochain, c'est le 5 février, ce sera sur l'éclairage public et les infrastructures de communication électronique. Le 19 février sur l'énergie consommée dans les bâtiments communaux. Le 5 mars sur l'énergie solaire photovoltaïque cette fois. Le 19 mars sera consacré aux mobilités durables et le 26 mars, on terminera par la méthanisation et les réseaux de gaz et la chaleur renouvelable. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ces différents webinaires. N'oubliez pas de participer au sondage de satisfaction. Vos appréciations sont précieuses et permettront d'ajuster la forme et le fond peut-être de ces prochains webinaires. Vous pouvez nous retrouver en ligne sur le site internet SIDELA, LinkedIn et la chaîne YouTube SIDELA. Bonne journée à vous. Merci de votre participation. À bientôt.